Bonjour, bonjour à tous. Et me voici avec un volume entre les mains pour vous rappeler que la lecture est importante. Chacun d'entre nous, lorsque nous lisons, c'est une période de repos, une période de détente, tout en s'instruisant. Et je vous avais parlé la semaine dernière, une quinzaine de jours, je vous parlais de Félix Leclerc qui nous racontait toutes sortes de choses, de belles épisodes, des épisodes intéressants. Et je vois ici, dans Tanis, vous allez peut-être dire Tanis, il n'y a rien d'intéressant dans ça, mais Tanis, à un moment donné, il faisait des activités. Et on dit ceci, regardez bien, Berckmans et un ami le prirent sous les aisselles, le transportèrent sous la poutre que Tanis regardait avec agitation. « Levez-moi, fit-il. » Les deux jeunes gens le poussèrent au bout des bras et se reculèrent quand il fut accroché par une main. Toute la salle l'entourait sans dire un mot. Les deux guenilles, pendaient inertes. Il avait les jambes mortes. Laides, avec aux extrémités des petits souliers de toile à la semelle neuve. Vous comprenez pourquoi? Il ne marchait pas, donc les semelles étaient neuves. Tanis, lentement, d'une seule main, toujours des virgules. Voyez-vous l'emploi des virgules? En lisant, nous les reconnaissons. Tanis, lentement, d'une seule main, sans s'énerver, se leva 10 fois et alla se baiser le pouce. Puis, il recommença avec l'autre bras. Alors, il fit ce que jamais il n'avait fait, ce que jamais il n'aurait fait, ce que jamais il n'a répété par la suite. Voyez-vous la répétition, là? Ce que jamais, et puis ça allait toujours en s'accentuant. Il partit en courant, comme un singe, tout le long de la poutre, en plaçant ses mains l'une devant l'autre, si vite qu'une demoiselle fut effrayée et cria. Au bout de la poutre, d'un élan formidable, il se lâcha dans le vide, tomba sur une des tables, rebondit par terre et se prit à rouler comme une boule jusqu'à son banc. Personne ne voyait plus. La stupeur, la poussière même et la surprise embrouillaient la vue. On s'approcha de lui. Comme 10 minutes auparavant, il était assis, blême, calme, mais fatigué et souriant comme un vengé. La veillée était finie, etc. Et on continue avec beaucoup de sentiments à l'intérieur de tout ça. Avez-vous remarqué les verbes? Je parlais de la composition dernièrement. Les verbes sont là et les verbes nous créent une image, une réalité. C'est comme si on le voyait courir, une main une devant l'autre. Et après ça, s'élancer dans le vide. On le voit descendre, on le voit rouler. Tous des verbes qui expriment, qui font image. Et c'est comme ça. De la composition, c'est en lisant les bons auteurs. En lisant les bons auteurs, nous prenons goût à la lecture. Et ces lectures, cette page-là, nous commençons le texte à la page 115 et nous terminons à la page 120. Ce n'est pas long. Et tout individu qui veut prendre goût à la lecture, vous avez la possibilité de le faire. Et vous avez le procès d'une chenille qui est merveilleux. Merveilleux, c'est savoureux. Et je vous invite à développer ce goût de la lecture. Et quand vous arriverez un jour dans la cinquantaine, la soixantaine, où la vie deviendra plus lente, vous aurez l'avantage de vous asseoir avec un de vos amis, un livre, et vous pourrez passer agréablement le temps. Vous aurez quelqu'un avec vous. Le français, on n'apprend pas le français pour le français, simplement pour le savoir. Non, on apprend également pour nous rendre la vie agréable,
pour nous rendre la vie enthousiasmante au contact des autres. Et c'est dans ce sens-là que je vous invite à poursuivre les dernières émissions de français, la grammaire simplifiée. Et la grammaire simplifiée, nous allons poursuivre au tableau, puisque l'explication que nous retrouvons dans la grammaire que vous voyez à l'écran, cette grammaire simplifiée ou cette grammaire expliquée, encore plus simplement, alors vous est présentée chez votre libraire et vous n'avez qu'à vous la procurer avec le cahier d'exercice aux éditions Beauchemin, partout, jusqu'à la Côte-Nord, jusque dans l'Outaouais, un peu partout dans la province, vous pouvez vous la procurer et vous avez avantage à la lire et non pas simplement à la consulter. Vous pouvez la prendre du début jusqu'à la fin et vous couvrez l'ensemble de tout le programme de français primaire et secondaire, avec la facilité que vous me connaissez pour présenter les explications le plus simplement du monde. Alors, le bon sens, la logique, c'est ça qu'il importe. Il importe de développer, jour après jour, ce bon sens de la phrase. Et je parle de bon sens, le bon sens. La semaine dernière, vous vous souvenez, nous avions parlé des mots. Nous avions parlé des mots qui ont la même prononciation. Nous appelions ça des homophones. Vous vous souvenez de ça? Les homophones. Ça veut dire qu'ils ont le même son. Ça veut dire semblable, et ça, c'est le son. D'accord? Téléphone. Le son par le fil. Alors, téléphone, homophone. Alors, et on dit le bon sens. Mais le bon sens, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire sens comme ça. Ben oui. Et l'autre jour, je disais sans S-A-N-S aussi. Eh oui, j'avais dit ça. J'avais dit également S'-E-N. Eh oui. Mais quand je parle, je viens tout juste de dire tantôt, c'est une affaire de bon sens et de logique. De bon sens, bien, c'est le bon sens. C'est le sens, c'est la logique à l'intérieur. Et il y en aurait d'autres également que vous pourriez ajouter. Allez-y donc voir, un petit effort. Eh oui. Qu'est-ce que c'est? Le sang. Le sang qui coule dans mes veines. Le sang S-A-N-G. C'est bien ça. Vous avez également le mot sang. C-E-N-T. Vous avez vu le nombre 100. Alors, vous avez des mots comme ça qui se prononcent tous de la même façon, mais qui s'écrivent différemment. Et c'est pour cela que si véritablement nous ne travaillons pas avec attention, concentration lorsque nous écrivons, nous pouvons choisir n'importe lequel de ces mots-là et aller écrire ça un peu à l'écoute, simplement à l'oreille. Mais à l'oreille, 100, c'est la même chose. Alors il faut à tout prix prendre le temps de nous poser la question, que veut dire le mot dans la phrase que j'utilise ou que je lis, dans le journal que je lis? Quel veut dire ce mot-là? Nous étions rendus à l'expression que j'avais dit « on a » ou « on n'a pas ». On a ou encore « on n'a pas ». On n'a pas le temps. Ah tiens, regardez donc le mot « temps » ici. Regardez donc le mot « temps ». Le mot « temps » peut s'écrire T-E-M-P-S. Il peut s'écrire T-A-N-T aussi. Il peut s'écrire T'-E-N. Tiens. Alors, vous remarquez que le mot « temps » prend toujours un S. Prend toujours un S. Et là, je vais sauter à côté d'un autre mot qui nous crée toujours des embêtements. Et je remarque, les élèves, les jeunes, font habituellement la faute à ce mot-là. Le mot « chant ». Le mot « chant », c'est H-A-M-P. Donc, le mot « chant », qui est ici, c'est H-A-M-P, n'a pas de S. On dit « le chant ». Le chant et le mot « chant » ne prend pas d'S. Ici, vous allez dire,
Oui, mais c'est le temps également, et lui en prend un. Il est un cas particulier. C'est pour ça que je les mets côte à côte. Le temps avec un S et le champ, c'est H-A-M-P, et les champs avec un S à ce moment-là. Alors, faisons bien attention. Combien de fois nos jeunes de secondaire ou de primaire écrivent le mot champ avec un S? Non, c'est H-A-M-P et non pas c'est H-A-M-P-S. Si je dis le nom de quelqu'un, Claude Deschamps, bon, je dis Claude Deschamps. Ah, pourquoi que je vais marquer comme ça? Claude Deschamps. Et pourquoi je vais mettre un S? Parce que Deschamps et le nom a été rapproché et formé ensemble. À ce moment-là, le mot champ devient différent. Deschamps, là, c'est un nom propre et qui va faire avec un S, parce qu'il y en a plusieurs. Mais quand on dit le champ est grand, le champ, c'est H-A-M-P et non pas S. Alors, quand on dit on a le temps, ça, c'est quand on a, c'est positif à ce moment-là. C'est positif. Alors, quand c'est positif, quand c'est affirmatif, on va faire la liaison. On a. Mais si je dis on n'a pas le temps, regardez la négation ne pas. La négation ne pas. Alors, ça, c'est la locution négative. Ne pas. Et à ce moment-là, le ne est ici. Et si je dis on ne a pas le temps. Alors, on ne a pas le E. Il est là, lui, pour former sa locution négative. Alors, locution négative, parce que j'ai deux mots. Ce n'est pas seulement une négation, c'est deux mots. Alors, ne pas, le E va disparaître pour placer l'apostrophe. On remplace la lettre par l'apostrophe et on ajoute, avec la voyelle à côté, on n'a pas le temps. Alors, quand c'est la négation, nous ajoutons un apostrophe. Je sais, je sais qu'est-ce que vous voulez me dire là. Je sais que quelqu'un va peut-être dire, sais-tu que quand tu regardes nos textes aujourd'hui, Marcel, sais-tu que l'expression « on n'a pas » là, on l'enlève, la négation. Et non, je vais me contenir. Je vais me contenir. Mais pour quelle raison en venons-nous à éliminer le N apostrophe? Pour en arriver à appliquer la loi du moindre effort. Et c'est simplement à cause de ça. La loi du moindre effort. Ça ne donne pas d'effort, ça. Ça, c'est pas forçant. On n'a pas. On n'a pas, et après ça, on dit « Ah, ben ça, c'est pareil, c'est pareil. » Et de plus en plus, on accepte ça. La loi du moindre effort. Bien, allez demander aux jeunes aujourd'hui de faire l'effort. On leur donne toutes les belles occasions. Les écrivains du 20e siècle, là, même du 21e, ça en vient, là. Alors, qu'est-ce que c'est qui arrive? On va mettre ça, pas d'effort. Faisons donc pas d'effort. Le « ne » qui est ici, là, un apostrophe « a pas ». Je sais que c'est la négation « ne pas ». Je le sais. Mais à quoi ça sert de mettre deux « n » un côté de l'autre? On n'est même plus capable de dire que ça, c'est le verbe, et ça, c'est le sujet, qui est le pronom indéfini. Un pronom... Quand je dis « on a frappé à ma porte », et j'entends « on a frappé à ma porte ». Et tant et aussi longtemps que je ne connais pas l'individu, je dis « on ». C'est un pronom, c'est quelqu'un indéfini. Mais quand j'ouvre la porte et que je regarde et je dis « tiens, ah, Hélène arrive ». C'est Hélène. Alors, le « on » est remplacé par Hélène, tout simplement. Alors, on n'a pas, tandis que quand c'est positif, on a. La liaison est là. Et ici, ne. Alors, le E est éliminé, un apostrophe. Gardez-le. Ne vous laissez pas aller à la loi du moindre effort. Parce que moins on fera d'efforts, moins on voudra en faire. Ça, c'est évident. C'est évident. Et je passe tout de suite au mot « ou ». Le mot « ou » qui est l'accent ou qui est le mot « ou » sans accent. Et ça, c'est important encore de distinguer l'un et l'autre.
Le mot « où » qui indique le lieu, ça c'est avec l'accent. D'où viens-tu? De où? De où? D'où viens-tu? Des apostrophes. De où? De quel endroit viens-tu? C'est le lieu. Alors, le où, bien, c'est comme si je montrais là-bas, là. Alors, le où qui est là-bas, là, bien, c'est ça, c'est lui ici, là. Regarde, c'est bien ça, tiens, regarde. L'endroit, l'accent. Voyons, est-ce qu'il vient? Oui, oui, il s'en vient, tiens, regarde. C'est là, là. Alors, le où avec l'accent qui indique le lieu. Tandis que si je dis ici, bien, j'irai à Gaspé ou je me rendrai en Abitibi. Ou bien, le où, là, veut dire le choix. À Gaspé ou en Abitibi. Le où indique le choix que nous allons faire. Ou bien. Tandis que le où qui indique le lieu, n'oubliez pas l'accent à ce moment-là. Vous savez très bien, mesdames, hein, que quand on ne met pas d'accent dans la nourriture, c'est fade. La nourriture est fade si on ne met pas d'accent parfois. Hein? Il faut mettre de l'accent sur le steak. Hein? Oui, 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 oui. Alors, on lui met un petit peu d'accent. Ça va être encore meilleur. Hein? Plus juteux, avec un petit peu d'assaisonnement comme ça. Alors, l'accent à l'occasion, il ne faut pas l'oublier, mais plaçons-le au bon moment. J'arrive également avec le CES et le SE. Le CE et le SE. Mais quand je dis le CA, ça peut être deux choses. Le CA, ça peut être ce vilain garnement. Je ne parle pas de vous, là. Non, non, vilain garnement. Alors, le vilain garnement, ce garnement que je montre ici, là. Alors, c'est un adjectif démonstratif. Nous verrons ça dans notre révision très bientôt. Très, très bientôt, parce qu'on arrive à la fin, là. On arrive à la fin de notre série d'émissions. Et le « ce » ici, il peut être autre chose aussi. Quand c'est le « ce » qui est neutre, ce qui veut dire la chose. Alors, on va dire ceci. Ce que tu m'as expliqué hier, ce veut dire, tu sais, la chose que tu m'as expliquée, là, ce dont nous avons parlé hier, la chose dont nous avons parlé hier, le sujet dont nous avons parlé, le « ce » veut dire ça. Ça veut dire la chose que, peu importe, la chose, ça peut être une conversation, ça peut être à propos d'un objet. C'est ça, c'est le « ce ». Cette chose-là, cela. Le « ce » veut dire cela. Alors, ce que j'ai dit, la chose que j'ai dit, le « ce », c'est cette chose-là que je montre. Et c'est un pronom démonstratif, mais qui est neutre quand il veut dire une chose en général. Tandis que le « ce », le « ce », ça c'est quelqu'un qui fait cette action-là. On dit « il se balade ». Il se balade en bateau. Il se balade. Et le qui, ça, c'est lui, c'est le il. Alors, le ça est devant le verbe. Et ce verbe, le verbe balader. Alors, il se balade en bateau. Qu'est-ce que je dis à ce moment-là? Il balade qui? Ce. Mais pour qui? Lui, il. La personne dont on parle. Le ça, il est à ce moment-là devant le verbe. Et vous voyez tout de suite que devant ce verbe-là, là, bien, c'est lui, ça, le « ce ». Donc, si c'est lui, ce, alors ça va être « SE ». Et c'est le pronom personnel. Me, te, ce. Je me balade, tu te balades, il se balade. Il se, SE. Alors, c'est bon de le reconnaître, mais si on dit le mot « c'est », et j'apporte tout de suite celui-là, le « c'est », C apostrophe E-S-T, et puis le S apostrophe E-S-T. Alors, qu'est-ce que je fais? Regardez où je les ai placés. J'ai placé ces deux-là au-dessus de CE, puis en dessous de SE. Et regardez pourquoi. Alors, regardez pourquoi. C'est que ça ici, ça veut dire cela est. C'est possible. Ça veut dire quoi, ça, c'est possible? Ça veut dire cela est possible. Comme ça. Cela est possible, on dit ce est possible. Et comme le « ce », il y a deux « e » côte à côte, on enlève le « e » apostrophe. Ah, c'est pour ça! Ah, ben je comprends maintenant.
il y a des fois que j'écris C''EST, puis c'est drôle, des fois, je vais dire S''EST. Ce n'est pas le truc. Ne me parlez pas de trucs. Vous le savez, je déteste les trucs. Mais je veux que nous comprenions, par exemple. Regardez, je veux que nous comprenions. Que j'ai dit. Je veux. Pourquoi? C'est une obligation, là. Je veux que nous comprenions. Subjonctif. Et non pas, je veux que nous comprenons. Je veux que nous comprenions. Et c'est pourquoi? C'est que le se est, il se est, c'est un pronom personnel. C'est le même que il. Donc, ça devient un verbe pronominal. Il s'est promené. Et c'est comme ça. Il s'est promené, c'est il, se, lui, là, le se, qui ça, il, se est promené. Et ça, c'est le verbe se promener. Je me suis, tu t'es, il s'est. Je me, tu te, il se est promené. Et le se est, j'enlève le e et je mets l'apostrophe. Alors, vous comprenez, quand vous avez ça, ça devient facile. Et c'est comme si je dis, c'est possible ici. Ça veut dire cela, cette chose-là, cela est possible. C'est ça que ça veut dire. Alors à ce moment-là, ce sera moi qui ferai le travail. Est-ce que je vais dire, ce sera moi qui fera le travail? C'est moi qui fera? Non, ce sera moi, et je vais dire ce sera moi qui ferai. Pourquoi? Regardez le qui est ici. Il est devant le verbe, il est sujet. Mais il est sujet, mais qui ce qui? C'est qui? C'est celui qui est en avant ici. C'est le mot moi et c'est la première personne. Si le qui est à la première personne, le mot ferai va être à la première personne. Et ce sera. Qu'est-ce qui sera? C'est celui-là, là. Celui-là sera moi. Ce sera moi. Celui-là, celui-là sera moi qui ferai le travail. Celui-là sera. Alors j'enlève celui-là et je dis ce sera moi. Et qu'est-ce qui sera? C'est ce, mais pour celui-là, là, l'individu dont on parle, troisième personne, il sera. Ce sera, et non pas SE. Ah, si je dis, quand il se sera rapporté, quand il se sera rapporté. Ah là, ça va, ça. Quand il se sera rapporté, tu m'avertiras. Quand il aura rapporté qui, enlever l'auxiliaire être, pour dire aura rapporté qui, ce, qui ça, ce, lui. Alors, il se sera rapporté. Il se, je me, tu te, il se sera rapporté. Et c'est comme ça. Vous avez un verbe pronominal. Et le se, il est avec le verbe pronominal. Je me, tu te, il se ou elle se. Et c'est ça qui fait la différence entre le CE ou le SE. C''EST ou S''EST. Ah, une autre petite difficulté qui est réglée. Et quand je dis c'est la même chose. Allez pas dire c'est moi, S-A-I-T, c'est moi qui, etc. Mais non, c'est S-A-I-T, vous savez que c'est le verbe savoir. Alors si je dis je sais mes leçons, ah ça va, le verbe savoir, S-A-I-S. Si on dit il sait ses leçons, il sait ses leçons, allons-y avec celui-là, il sait ses leçons. Alors on va dire il sait le verbe savoir. Qui le fait l'action de savoir? C'est il, le sujet. Alors le sujet de c'est le verbe savoir et ses leçons. Alors c'est à qui les leçons? C'est à lui, l'individu dont on parle. On parle de qui? De il, troisième personne. Quand on parle de quelqu'un, troisième personne, alors ses leçons à qui? À lui. Si j'avais dit ils savent, ils sont plusieurs. Qu'est-ce que j'aurais dit à ce moment-là? Ils savent leur leçon. Et j'aurais dit ça comme ça. Leur leçon,
Et j'aurais dit, le pluriel, le c'est lorsqu'il n'y a qu'une personne. Quand ils sont plusieurs, à ce moment-là, je dis leur leçon. À ce moment-là, faites bien la distinction. Ne faites pas l'erreur d'aller marquer l'heure parce que c'est le pluriel de lui. Ah là, c'est plus la même chose, là. Si c'est le pluriel de lui, on va dire « ils leur demanderont ». Ils demanderont à qui? À eux. Alors, l'heure, c'est L-E-U-R. Ça, c'est différent. L-E-U-R au lieu de L-E-U-R-S. Et on avance. Il nous reste encore quelques instants pour terminer notre première petite partie comme ça. Et on va avoir le mot « mais », c'est la même chose. Alors, là, je ne veux pas, par exemple, m'amuser avec le mot « mais », M-E-S, M-A-I-S, M-E-T-S, ou encore « il met ses espadrilles », il met M-E-T. Alors, ça peut être ça, mais il faut bien faire la distinction. Il met ou je mets M-E-T-S. Alors, je mets M-E-T-S, il met M-E-T, je mets un S, un T, là. Je mets, tu mets, il met. Mais ici, ce sont des mets, disons, les mets chinois. Alors, les mets chinois, N-O-I-S. Alors, mais M-E-T-S. Et le mot mais, un mais, M-E-T-S. Remarquez bien, un mais, c'est bien particulier. M-E-T-S, il y a le S quand même si c'est un mais. Il s'écrit comme ça toujours. C'est un petit cas particulier, cela. Ne vous en fargez pas dans ce temps-là. Ne vous en fargez pas, ne vous en faites pas. Et quand le mot « mais » est ici avec MES, c'est que j'indique le possesseur de l'objet qui va être ici. Et si je dis « mes chemises sont nettoyées », alors « mes chemises », alors le mot « chemise » va prendre un S parce que le possesseur, MES, adjectif possessif, et qui indique à qui appartiennent les chemises. Tandis qu'ici, mais, je pourrais vous faire la distinction, mais je ne le ferai pas. Mais, toutefois, mais une conjonction, et je ne le ferai pas. On aurait pu dire aussi, il m'est agréable. Il m'est agréable. Il m'est agréable de vous expliquer le français, de présenter la grammaire expliquée en leçon à votre téléviseur, dans votre région. Il m'est agréable. Il est agréable à qui? À moi. M'-E-S-T. C'est ça. M'-E-S-T. Il est agréable à qui? À moi. À me. Il me est agréable à moi. Si vous pensez au sens de la phrase, vous allez le trouver tout de suite. Vous allez comprendre immédiatement pour quelle raison on dit M' dans ce cas-là et non pas M-A-I-S. Si j'explique quelque chose clairement, vous comprendrez. Mais, toutefois, mais, M-A-I-S, la conjonction, si j'explique quelque chose lentement, vous comprendrez. Mais, et ça quand je dis mais, ça veut dire quoi? Ça veut dire toutefois. Par contre, alors ça c'est une conjonction qui nous permet de faire la jonction entre deux idées, tout simplement. Nous nous arrêtons un petit instant, on a fait un beau travail là, on arrête un petit instant, on va aller voir qu'est-ce que c'est qu'on va maintenant apprécier. On va regarder une expression que nous employons de temps en temps. Quand on parle de quelqu'un, par exemple, qui vit au crochet de la société, ou encore quelqu'un qui vit au crochet d'un autre, l'expression « vivre au crochet de », ça vient d'où? Vivre au crochet de, c'est qu'autrefois, les gens allaient cueillir les fruits. Et quand ils allaient pour cueillir les fruits, on y allait au Moyen Âge, toujours au Moyen Âge. Au Moyen Âge, ils nous ont appris des tas de choses, eux autres, ces gens-là. Mais autrefois, ils avaient parfois de grands crochets. Un crochet, là, avec un grand manche. Et lorsqu'ils ne pouvaient pas rejoindre la branche, ils prenaient le crochet, ils tiraient sur la branche, ils baissaient la branche pour aller cueillir la poire. Vous savez que c'est un des fruits les meilleurs, hein? La poire
qui vient du poirier. La poire, et comme la pomme d'ailleurs, la belle pomme fameuse, la belle pomme Macintosh, ou Lobo, etc. Alors, ces fruits, quand ils allaient chercher trop haut la branche qu'ils ne pouvaient rejoindre, ils utilisaient le crochet. Certains, trop paresseux pour apporter leur crochet, disaient aux autres, lorsqu'ils ramassaient leurs fruits, ils prenaient les fruits tout à la portée, et à un moment, veux-tu me prêter ton crochet? Prête-moi ton crochet 1 minute. Et ils partaient, puis ils allaient avec le crochet chercher d'autres fruits qui étaient un peu plus élevés. Et ces gens-là, ça vient de là l'expression « on vit au crochet d'un autre ». C'est ça que ça veut dire. Alors, aller à une sortie sans en avoir les moyens, on s'en va à une sortie sans en avoir les moyens, c'est comme aller aux poires, aux pommes, etc., sans crochet. Mais à ce moment-là, par le fait même, compter sur le crochet d'un autre pour pouvoir s'accrocher des fruits. Alors, c'était ce que nous appelions l'expression vivre, et c'est ce qu'on appelle encore aujourd'hui, vivre au crochet d'un autre, au crochet du gouvernement. On vit au crochet d'eux, ce sont eux qui nous font vivre. Remarquez bien, dans certains cas, c'est important que le gouvernement soit là pour aider les plus démunis. Mais les parasites qui, on dit l'expression parasitaire, hein? Alors s'accrocher à quelqu'un parce que lui va nous permettre de. Alors c'est ce qu'on appelle vivre au crochet de quelqu'un. Il y aurait peut-être avantage à tenter la chance, faire en sorte que nos efforts puissent nous permettre de vivre sans être au crochet des autres. Et c'était dans les années, dans le Moyen Âge, où on utilisait le crochet pour aller là où on ne pouvait se rendre. Voilà. Et j'aperçois ici quelque chose que j'ai découpé. Et que j'avais ici dans ma grammaire. La grammaire, parce que ma grammaire, moi, c'est la grammaire expliquée, mais j'ai d'autres grammaires. Ici, j'ai la grammaire Grévis. Ah ben oui, ah oui. Et j'invite les gens à se servir souvent de la grammaire Grévis. S'il y a des petits détails, des cas particuliers, vous l'avez dans la grammaire Grévis comme dans d'autres grammaires également, Becherel ou autres, le français actuel, etc. Ah, je n'ai rien contre les autres grammaires. Alors, si vous pouvez avoir l'explication claire et précise et qui vous satisfait avec la grammaire expliquée, ajoutez-vous quand même une autre grammaire. Ne vous gênez pas. La grammaire, et je regarde ici, c'est marqué ceci. Je vais le placer ici et je vais demander, je ne sais pas si c'est possible, de lire le haut de ceci. Et j'ai vu ça, ça m'a été regardé, ce n'est pas moi qui l'ai composé. Remarquez bien, ce n'est pas moi qui l'ai composé. Et c'est marqué ceci, êtes-vous tanné? Regardez, êtes-vous tanné? T-A-N-E accent aigu. Et un petit peu plus bas, on peut vous aider, c'est correct. Et ensuite, on dit, êtes-vous tanné de la couleur de votre baignoire ou gêné parce qu'elle a l'air cernée? Elle a l'air cernée. Comment ont-ils écrit le mot « a » ? Ils ont écrit le mot « a » avec un accent grave. Quand on a le « a », qui est le verbe « avoir », le « a », il a la forme ronde. « A », la forme ronde. Tandis que le « a », le son « a » part de l'extrémité de la gorge et il sort en ligne directe. Il ne va pas par le palais. « A », « a ». Quand on dit « a », il passe par le palais et il forme un rond. Tandis que quand on a le « a », il sort en ligne directe. Le son sort directement entre les dents et la bouche est élargie. Alors, c'est un petit peu ce que je disais toujours aux élèves quand je leur demandais de s'habituer à bien prononcer. Le son « a » n'a pas d'accent. Tandis que le son « a »
a un accent. C'est évident. Accent. À. Je vais à l'école. À accent. Tandis que le A, il passe par le palais, il n'a pas d'accent. Alors, ici, parce qu'elle a l'air cernée, même si vous la nettoyez, oh là là. Et qu'est-ce qu'on est allé marquer là? On marque n'importe quoi dans les annonces. Quand vous recevez vos annonces, essayez donc toujours de vous faire le plaisir de trouver une faute. Trouvez-vous une faute à ce moment-là. Regardez qu'est-ce qu'on a dit ici. Même si vous la nettoyez, un instant, accent aigu E. Même si vous la nettoyez, regardez qu'est-ce qu'on a écrit. On peut vous aider. Moi, je vais vous aider à vous corriger, monsieur, madame, qui avez écrit ça, là. Alors, même si vous la nettoyez, est-ce que c'est un verbe, ça? Oui, c'est un verbe. C'est un verbe, ça. Il est conjugué également. Qui fait l'action de nettoyer? C'est vous. Alors, si c'est vous à la deuxième personne, pourquoi que le mot nettoyer ne serait pas à la deuxième? Vous avez vu tout de suite, vous autres, qu'il y avait une faute à et accent aigu. Si c'est et accent aigu, ça c'est quoi? Ça c'est un participe passé. Est-ce que l'action de nettoyer, elle a eu lieu quand on dit « si vous la nettoyez ». Mais si vous la nettoyez, c'est dans le temps présent, ça. Ce n'est pas dans le temps futur, ce n'est pas dans le temps passé. Donc, ce n'est pas une action passée, vous la nettoyez. Ah, si vous l'avez nettoyé, ça, c'est dans le temps passé. Accent aigu, à ce moment-là, vous avez nettoyé quoi? La baignoire. Alors, si vous la nettoyez, qu'est-ce qu'on va marquer ici? Accent aigu, bien, jamais de la vie. Vous la nettoyez, E-Z. Et c'est vous qui faites l'action de nettoyer à la deuxième personne du pluriel. On peut vous aider. On peut venir chez vous, mettre de l'émail sur votre baignoire, soit, virgule, la même couleur. Mais jamais de la vie. Pourquoi la virgule après soit? On peut venir chez vous, mettre de l'émail sur votre baignoire, soit la même couleur ou une autre. Alors on dit, soit, virgule, la même couleur ou une autre à votre goût. Il n'y a pas de virgule là, pas de virgule là. À votre goût et sans frais additionnels. Et sans frais additionnels. Qu'est-ce qu'on a dit? Additionnel, on marque additionnel comme ça, avec un S, un N seulement. Une addition, c'est A-D-I-T-I-O-N, mais additionnel. Additionnel. Il y a un autre N ici. Donc, il y a N et N. Additionnel. Et N-E-L-S. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5 fautes sur une petite feuille comme ça. Je ne veux plus revoir des fautes pareilles. Parce qu'ils vont goûter à ma quoi? Je ne vous le dis pas. Vous le savez, vous avez compris. Non. C'est de valeur qu'on écrive comme ça et qu'on insulte nos clients, on insulte des personnes à qui nous envoyons ces lettres-là ou ces circulaires en faisant de telles fautes. S'il vous plaît, respectez donc ceux qui vont vous lire. Respectez-les. Je termine avec ceci, le mot son. S-O-N et S-O-N-T, je n'ai pas besoin d'insister sur ça. Je pense même que je ne l'écris même pas. Parce que le mot son, S-O-N-T, vous savez très bien que c'est le verbe être. Je suis, tu es, il est. Nous sommes, vous êtes, ils sont ou elles sont. Et le son, S-O-N, c'est, qu'est-ce que c'est? Bien, ça peut être le son que j'entends. Ah, ça, c'est un son, S-O-N. Mais si je dis, il a apporté son instrument de musique, son S-O-N, ça c'est le possesseur. À qui appartient l'instrument? À lui, son S-O-N. L'individu, ça va, ça. Et on a également on-O-N puis on-O-N-T. Ah ben là, écoutez, il s'agit simplement de raisonner. Vous savez que O-N-T, c'est le verbe avoir. J'ai, tu as, et là, nous avons, vous avez, ils ont, c'est le verbe avoir. Remplacez-le même pas par avait. Et pourquoi, là? Pourquoi les professeurs, là? Et une petite flèche, là. Une petite flèche.
Pourquoi ne pas habituer les élèves? Vous avez donné, par exemple, et je le sais, des professeurs le font. La preuve, c'est que souvent, des élèves m'apportaient, quand ils venaient pour améliorer leur français, ils apportaient leurs feuilles de travail ou de devoir. On avait un exercice avec le A ou le A ou le A, accent grave, ainsi que le ON ou le ONT. Et on avait, à ce moment-là, remplace on par avait. Si ça va en disant avait, ça va être le verbe avoir. Si ça ne va pas, ce ne sera pas le verbe avoir. Alors moi, je dis, Seigneur, changeons ce système-là. Mettons-nous avec le bon sens plutôt qu'avec des trucs de retenir. Non, quand vous lisez votre texte, vous voyez tout de suite si c'est « ils ont eu ». Ils ont, c'est le verbe « avoir ». Ils ont eu le temps. C'est le verbe « avoir le temps ». On ne remplacera pas par « ils avaient le temps ». On le comprend en disant « ils ont le temps ». Et il faut habituer le jeune à comprendre le sens et non pas continuellement « change ça par telle chose ». Des trucs, ça. Non, 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 non. Non, non. Regardez là, regardez bien là. Regardez bien. Regardez bien ça là. Regardez bien. Savez-vous qu'est-ce qu'on fait avec ça là? Tiens, comme ça. Bonjour. Bonjour. Les trucs là, le bon sens, la logique, c'est beaucoup plus. N'insultez pas vos jeunes en leur disant « t'es pas assez intelligent pour comprendre, je vais te donner un truc ». Vous les insultez en faisant ça? Mais non, faites-leur comprendre. Vous allez voir, ils vont être intelligents, ils vont bien comprendre. Puis, ils vont se sentir valorisés également. Alors, le « a » avec l'accent ou le « a », mais c'est le verbe « avoir » ou le verbe « être ». Et tout ça pour dire que, véritablement, là, il y a des difficultés que nous rencontrons, c'est évident. Je veux également, dans les quelques dernières minutes qui nous restent, là, toucher à quelques points. Quand on donne l'expression, par exemple, là, le mot « la plupart de », la plupart de, la plupart, et regardez, la plupart, là, n'a pas de S ici. Le mot a été formé, a été fusionné et le S est disparu. La plupart des voyageurs s'arrêtent dans les hôtels. Bien, quand je dis la plupart des voyageurs s'arrêtent, ce n'est pas la plupart qui s'arrêtent, ce sont les voyageurs. Alors, vous voyez ici, c'est un genre de nom composé. Mais quand on a l'expression « la plupart des voyageurs », presque tous les voyageurs s'arrêtent, E-N-T, avec la troisième personne du pluriel, « ils s'arrêtent ». Et regardez le « se », ils arrêtent qui? Se. Le verbe « s'arrêter », je m'arrête, verbe pronominal encore. Alors le « se », il ne s'écrit pas « S-A-R », c'est le verbe « arrêter ». Et si vous regardez le sens de votre phrase, vous allez voir que c'est le verbe « arrêter ». Ils arrêtent qui? Eux. Ils arrêtent, ils relèvent le pied de la pédale, là, puis là, ils arrêtent, ils mettent le pied sur le frein, et ils entrent à l'hôtel. Ils s'en vont se reposer ou au motel, peu importe. Alors, la plupart des voyageurs. Une autre expression qui revient à l'occasion, et je l'ajoute, et je vous dis très honnêtement, je ne l'ai pas marqué, moi, dans ma grammaire, parce que ce sont des petits cas particuliers. Mais je l'ai dans la grammaire gréviste ici, et j'en fais la lecture, après plus d'un. Et ça, c'est une petite remarque, écrite en petites lettres également. C'est des petits cas particuliers. On a de tout dans la gréviste. Ah oui, mais vous êtes obligé d'aller tout chercher ça. Mais je l'ai trouvé. Et en allant chercher ça, après plus d'un, le verbe se met presque toujours au singulier, à moins qu'il exprime une réciprocité ou que plus d'un ne soit répété. Vous avez compris? Bon, parfait. Alors, je dis, plus d'un fripon se dupe l'un l'autre. Plus d'un savant sont morts dans la misère. Plus d'un savant sont morts dans la misère. Plus d'un, moins de deux. Vois-tu? Alors, plus d'un, au pluriel, le verbe. Et ça, c'est un petit cas particulier comme ça. Alors, il faut peut-être reconnaître ces petits cas particuliers. Alors, quand on a une particularité, nous allons soit au dictionnaire, soit à la grammaire. Parce que je vais vous ajouter peut-être un petit détail. Je regardais dans un autre dictionnaire, j'avais le multidictionnaire l'autre jour avec vous, et puis
j'avais également à la maison le dictionnaire Flammarion, le dictionnaire actuel de la langue française. Bon, alors j'avais ce dictionnaire. Regardez ça, ça a de l'épaisseur, ça. Il y a 51 200 mots. Alors, Pascal Lefrançois, là, il va falloir se planter, passer à travers 51 000 mots. Alors, bonne chance, et puis, si tu te représentes, bon succès surtout. Alors, je regarde ici, et à la toute fin, nous avons ici, à la toute fin, ce sont des pages. Vous voyez, là, ce ne sont pas des significations. Ça n'a pas de rapport, même si on ne voit pas tellement bien. Ce que je veux dire, c'est que vous avez tout un ensemble là, de concepts. Vous avez des verbes également, des verbes qui sont défectifs, qui ne sont pas à toutes les personnes, à tous les temps. Vous avez plusieurs verbes qui sont ici, et vous avez plusieurs informations sur également les déterminants, sur l'omission de l'article. Vous avez l'adjectif numéral, l'adjectif possessif, vous avez la répétition de l'article, l'adjectif indéfini, le pronom. Vous avez un peu toute la grammaire. Quelqu'un qui se procure un dictionnaire comme ça, que ce soit celui-ci ou encore celui que je vous montrais l'autre jour, le multidictionnaire de Marie-Éva de Villers, ce sont des dictionnaires qui sont précieux parce que vous avez toutes les explications grammaticales à l'intérieur de ça. Regardez ici, il y a tout de suite un tableau. Vous avez dans ce tableau-là l'information. Ici, le mot « mille ». Vous avez une page complète où on parle de 1000, de millions, de milliards. Alors, je ne parle pas que nous sommes des milliards en dette, là. Alors, on a ça quand même à l'intérieur. Et je regarde ici des interjections. Je regarde un peu plus loin, je vais retrouver un autre tableau qui est ici sur le mot « heure » et ainsi de suite, comme ça. Tout un ensemble d'explications. Le participe passé précédé de « un ». J'ai toute la règle ici. En plus d'avoir toutes les définitions des mots. Mais quand j'arrive à E pour EN, je vais retrouver un tableau, tout simplement. Et ce que je veux dire par là, très, très important, d'avoir toujours notre ami. Et quel est notre ami? Le dictionnaire et la grammaire. Si vous n'avez qu'une grammaire, procurez-vous quand même un dictionnaire développé qui va vous permettre de retrouver toutes les règles grammaticales. Et c'est de cette façon-là que vous avez de l'agrément à améliorer vos connaissances. Vous améliorez vos connaissances et c'est de cette façon-là qu'on dit on devient autodidacte. Il y a des individus qui sont devenus de grands chercheurs parce qu'ils étaient des autodidactes. Et quand on est des autodidactes, nous apprenons par nous-mêmes. Nous nous servons de tous nos moyens que nous avons à notre disposition, tout simplement. Et voilà, vous avez vu une belle révision. À la prochaine, nous aurons une autre partie de notre révision et nous arriverons à ce moment-là à ce que nous appellerons la révision générale. Révision générale ou des exercices de révision que nous ferons ensemble au tableau. Et c'est pour ça que la semaine prochaine, restez avec nous parce que vous allez avoir à faire un petit effort intellectuel. Petit effort intellectuel en rapport avec tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Alors, je vous avais dit il y a quelque temps que je vous lisais de temps en temps une composition. Pour qu'on apprenne comment composer, il faut apprendre à composer. Pour apprendre à composer, il faut composer. La première fois que vous allez composer, ça va être en dépit du bon sens, ça va avoir ni queue ni tête peut-être. La deuxième fois, ça va déjà être meilleur. La queue va être partie, il va rester juste la tête. Et la troisième, la quatrième, ça va devenir, en s'améliorant, c'est un peu comme l'individu qui lève un poids au bout des bras. Il lève son poids au bout des bras, la première fois, il y a de la misère. Rendu 10, 15 fois, oh là, il est rendu maintenant, c'en est un jeu. Il ajoute une pesanteur supplémentaire. Alors, allons-y donc peut-être avec une composition, juste pour vous montrer que même à 13 ans, 14 ans, quand quelqu'un a pratiqué, on peut s'améliorer et à produire quelque chose de très, très bien. La description d'un paysage. Alors, je lis ici une composition faite en 1988 par Marianne Coutu. Alors, je dis ceci. Description d'un paysage. L'été tire à sa fin. Regardez bien comment c'est bien dit.
J'ai marqué comme réponse magnifique. Magnifique, c'est comme un fruit juteux. Marcel, l'été tire à sa fin. Mes parents et moi sommes à la campagne pour quelques semaines. La température se rafraîchit un peu. Derrière le mignon chalet que nous habitons, un cours d'eau ruisselle doucement. 13-14 ans, n'oubliez pas, là, secondaire 2, au mois de juin, 10 juin 88. Ce matin, je décide d'aller contempler le paysage de la nature. La rosée brille sous le soleil. Mes chaussures deviennent toutes humides. Et elle a marqué tout humide, T-O-U-T. Bien exact, bien exact. Entièrement humide. Je suis le sentier qui se dirige vers la montagne. Regardez les belles petites phrases simples. J'ai dit qu'on apprend à composer par des petites phrases simples. Les oiseaux fredonnent leur mélodie matinale. Mon esprit semble ailleurs. Voyez-vous un peu l'exemple de Félix Leclerc, là? Exactement ça. Je me sens si relaxé. Point. La brise se fait entendre. Au loin, la colline ressemble à une tortue géante et ses couleurs changeront bientôt avec l'automne qui approche. Après quelques instants, j'entrevois un lac gigantesque. Les rayons de soleil m'aveuglent. Je touche à cette eau claire. Elle semble si douce, si satinée. Un fruit juteux. Une poire, une bonne poire juteuse. Elle n'est sûrement pas polluée par les usines comme à la ville. Je dirige mes yeux vers l'autre côté de la rive. Ils perçoivent trois taches brunes. Mais qu'est-ce que cela peut être? Heureusement, j'avais pensé apporter des jumelles pour observer les animaux au loin. Je constate que trois ours bruns boivent sur le rivage opposé. Que c'est merveilleux de contempler les bêtes dans leur milieu naturel. Point d'exclamation. Paragraphe suivant, on change d'idée. Après avoir observé la famille d'ours, je m'étends sur la berge. Un vieil arbre s'incline vers ma droite, mais je ne m'en occupe pas. Il ne tombera sûrement pas sur moi. Mes paupières se ferment et je tombe. Et elle répète le mot « tombe ». Je l'ai laissé. Il aurait peut-être fallu changer ce verbe-là. Dans un sommeil aspergé de bonheur. Un sommeil aspergé de bonheur. Hein? Aspergé de bonheur. Ma sieste fut courte. Et ça, c'est vers la fin. Elle termine. Dernier paragraphe, c'est sa conclusion, 5 lignes. Ma sieste fut courte. Je reprends le chemin du retour pour que mes parents ne s'inquiètent pas trop de mon absence. J'aimerais tellement vivre avec les animaux dans la nature. Ils sont libres, mais pauvres eux. Les hommes veulent détruire toutes ces belles forêts où ils demeurent. Toutefois, mon espoir est encore grand pour vous, mes amis, les animaux. Voyez-vous, secondaire 2, puis on peut composer un beau petit texte aussi juteux que celui-là. Mais moi, je dis, c'est ça, la lecture nous mène à la composition. Et ne serait-ce que simplement vous inviter à réaliser la beauté de ces textes, c'est pour cela que je les lis. Et c'est pour cela que je veux vous dire, plus vous lirez, plus vous aimerez lire. Plus vous jouez au baseball, mon cher ami, plus vous allez être excellent. Meilleur vous serez. Si vous êtes un joueur de hockey et que vous tombez toujours, patinez, vous allez vous habituer à rester debout. Si on tombe, il faut se relever. Si on pratique, on devient meilleur. Si on compose, on devient excellent. Et c'est à force de composer, quand même que quelqu'un dirait « Ah, moi, je ne suis pas capable de composer. Moi, je ne sais pas composer. »
Avez-vous déjà composé? Mais non, parce que j'aime pas ça. Ah, là voilà la raison. C'est que tant qu'on ne fait pas ce qu'on devrait faire, bien, on peut bien ne pas l'aimer, on ne sait même pas si ce sera intéressant. Alors, la composition, je le répète, elle est importante. Et dans les écoles, comme lorsque vous aurez quitté l'école, vous devrez composer un texte, peut-être chez votre futur employeur. Dites-moi, mademoiselle, monsieur, les raisons pour lesquelles vous voulez travailler avec nous. Une page, s'il vous plaît. Et à ce moment-là, dites-vous ceci. Le patron va lire le texte. Et en lisant le texte, va voir si vous savez rédiger des idées une après l'autre avec ordre, avec beaucoup de précision. Ils vont regarder si vous avez des fautes. Et ils vont dire, bien, on n'est pas pour prendre cette personne-là. Elle fait une lettre, elle fait 2, 3, 4 fautes, on jette la feuille au panier, on recommence. On jette une deuxième feuille au panier, on recommence. Bien, ça coûte cher, ça, de jeter des feuilles au panier, pas parce que la feuille coûte cher, mais au salaire qu'on paie des employés, ça devient dispendieux. Alors, tout ça pour nous dire et nous faire prendre conscience que la grammaire expliquée, elle est là pour vous, elle a été là pour vous jusqu'à notre 34e leçon. Et la 35e, allez-vous venir avec nous? Je vous invite, et je vous invite en vous disant tout simplement la petite phrase qui termine en disant « C'est la somme des petits bonheurs qui fait la vie heureuse. » C'est la somme des petits bonheurs qui fait la vie heureuse. À vous, mes chers amis, de revenir lors de votre prochaine leçon de français, la grammaire expliquée, et si vous avez l'intention de vous procurer le volume, allez à la librairie et procurez-vous Grammaire et exercices, édition Beauchemin. Au revoir, à la prochaine.